J'ai longtemps hésité avant d'entreprendre le récit de mon voyage à W. Je m'y résous aujourd'hui, poussé par une nécessité impérieuse, persuadé que les événements dont j'ai été le témoin doivent être révélés et mis en lumière. Longtemps, j'ai voulu garder le secret sur les choses que j'avais vues. Il ne m'appartenait pas de révéler quoi que ce soit sur la mission que l'on m'avait confiée. D'abord, peut-être parce que cette mission ne fut pas complètement accomplie. Mais qui aurait pu la mener à bien? Ensuite, parce que celui qui me la confia a lui aussi disparu. Longtemps, je demeurai indécis. Lentement, j'oubliais les incertaines péripéties de ce voyage. Mais mes rêves se peuplaient de ces villes fantômes, de ces courses sanglantes dont je croyais encore entendre les 1000 clameurs, de ces oriflammes déployées que le vent de la mer lacérait. L'horreur, l'incompréhension et la fascination se mêlaient dans ces souvenirs sans fond. Longtemps, j'ai cherché les traces de mon histoire. J'ai consulté des cartes, des annuaires, des monceaux d'archives. Je n'ai rien trouvé. Il me semblait parfois que j'avais rêvé qu'il n'y avait eu qu'un inoubliable cauchemar. Il y a 3 ans, à Venise, dans une gargote du quartier de la Giudecca, j'ai vu un homme entrer que j'ai cru reconnaître. Je me suis précipité vers lui, balbutiant 2-3 mots d'excuses. Il ne pouvait pas y avoir de survivants. Ce que mes yeux avaient vu avait réellement existé. Les lianes avaient disjoint les scellements. La forêt avait mangé les maisons. Le sable envahit les stades. Les cormorans s'abattirent par milliers. Et le silence.
Le silence glacial, tout à coup. Quoi que je fasse, quoi qu'il arrive, j'étais le seul dépositaire, la seule mémoire vivante, le seul vestige de ce monde. Ceci, plus que toute autre considération, m'a décidé à écrire. Je n'ai pas de souvenir d'enfance. Jusqu'à ma 12e année, à peu près, mon histoire tient en quelques lignes. J'ai perdu mon père à 4 ans, ma mère à 6. J'ai passé la guerre dans diverses pensions de Villard-de-Lans. En 1945, la sœur de mon père et son mari m'adoptèrent. Cette absence d'histoire m'a longtemps rassuré. Sa sécheresse objective, son évidence apparente, son innocence me protégeait. Mais de quoi me protégeait-elle? Sinon, précisément de mon histoire vécue, de mon histoire à moi, qui, on peut le supposer, n'était ni sèche, ni objective, ni apparemment évidente, ni évidemment innocente. Je n'ai pas de souvenir d'enfance. Je posais cette affirmation avec assurance, avec presque une sorte de défi. On n'avait pas à m'interroger sur cette question. Elle n'était pas inscrite à mon programme. J'en étais dispensé. Une autre histoire, la grande. L'histoire avec sa grande H avait déjà répondu à ma place. La guerre, les camps. À 13 ans, j'inventais, racontais et dessinais une histoire. Plus tard, je l'oubliais. Il y a 7 ans, un soir, à Venise, je me souvins tout à coup que cette histoire s'appelait W et qu'elle était, d'une certaine façon, sinon l'histoire, du moins une histoire de mon enfance. En dehors du titre brusquement restitué, je n'avais pratiquement aucun souvenir de W. Tout ce que j'en savais tient en moins de 2 lignes. La vie d'une société exclusivement préoccupée de sport sur un îlot de la Terre de Feu. Une fois de plus, les pièges de l'écriture se mirent en place. Une fois de plus, je fus comme un enfant qui joue à cache-cache et qui ne sait pas ce qu'il craint ou désire le plus. Rester caché, être découvert. Je retrouvai plus tard quelques-uns des dessins que j'avais faits vers 13 ans. Grâce à eux, je réinventai W et l'écrivis, le publiant en feuilleton dans la quinzaine littéraire entre septembre 1969 et août 1970. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, j'entreprends de mettre un terme, je veux tout autant dire par là tracer les limites, que donner un titre à ce lent déchiffrement. W ne ressemble pas plus à mon fantasme olympique que ce fantasme olympique ne ressemblait à mon enfance. Mais dans le réseau qu'il tisse, comme dans la lecture que j'en fais,
je sais que se trouve inscrit et décrit le chemin que j'ai parcouru. Le cheminement de mon histoire est l'histoire de mon cheminement. Dalet, He, Vav, Zain, Gimel. Je ne sais où se sont perdus les fils qui nous rattachent à mon enfance. Comme tout le monde, ou presque, j'ai eu un père, une mère, un pot, un licage, un hochet, et plus tard une bicyclette, que, paraît-il, je n'enfourchais jamais sans pousser des hurlements de terreur à la seule idée qu'on allait vouloir enlever ou même relever les 2 petits trous adjacentes. Comme tout le monde, j'ai tout oublié de mes premières années d'existence. Mon enfance fait partie de ces choses dont je sais que je ne sais pas grand-chose. Elle est derrière moi. Pourtant, elle est le sol sur lequel j'ai grandi. Elle m'a appartenu, quelle que soit ma ténacité à affirmer qu'elle ne m'appartient pas. J'ai longtemps cherché à masquer ou à contourner ces évidences, m'enfermant dans le statut inoffensif de l'orphelin, de l'inengendré, du fils de personne. Mais l'enfance n'est ni nostalgie, ni toison d'or, ni terreur nocturne, ni paradis perdu, mais peut-être simplement horizon, point de départ, coordonnées à partir desquelles les axes de ma vie pourront prendre sens. Même si je n'ai pour évoquer mes souvenirs improbables que le secours de photos jaunies, de témoignages rares, de documents dérisoires, je n'ai pas d'autre choix que d'évoquer ce que trop longtemps j'ai appelé l'irrévocable. Ce qui fut, ce qui s'arrêta, ce qui fut clôturé. Ce qui fut sans doute pour aujourd'hui ne plus être, mais ce qui fut aussi pour que je sois encore.
Je suis né le samedi 7 mars 1936, dans une maternité Ciseaux, 19 rue de l'Atlas, à Paris, 19e arrondissement. C'est mon père, je crois, qui alla me déclarer à la mairie. Il me donna un unique prénom, Georges, et déclara que j'étais français. Lui-même et ma mère étaient polonais. Mon père n'avait pas tout à fait 27 ans, ma mère n'en avait pas 23. Ils étaient mariés depuis 1 an et demi. En dehors du fait qu'ils habitaient à quelques mètres l'un de l'autre, je ne sais pas exactement dans quelles circonstances ils s'étaient rencontrés. J'étais leur premier enfant. Ils en eurent un second en 1938 ou 1939, une petite fille qu'ils prénommèrent Irène, mais qui ne vécut que quelques jours. Coup de théâtre à Berlin! Le pacte de Locarno est dénoncé par le Reich! Les troupes allemandes entrent dans la zone rhénane démilitarisée! Dans un journal américain, Staline dénonce l'Allemagne comme foyer belliqueux! Longtemps, j'ai cru que c'était le 7 mars 1936 qu'Hitler était entré en Pologne. Je me trompais de date ou de pays, mais au fond, ça n'avait pas grande importance. Hitler était déjà au pouvoir et les camps fonctionnaient très bien. Ce n'était pas dans Varsovie qu'Hitler entrait, mais ça aurait très bien pu l'être. Ou bien dans le couloir de Danzig, ou bien en Autriche, ou en Sarre, ou en Tchécoslovaquie. Ce qui était sûr, c'est qu'avait déjà commencé une histoire qui, pour moi et tous les miens, allait bientôt devenir vitale, c'est-à-dire le plus souvent mortelle. Grève des employés d'immeubles new-yorkais! Conflit italo-éthiopien! Ouverture éventuelle de négociations pour la cessation des hostilités. Crise au Japon! Négociations germano-lituaniennes. Grève en Bulgarie à la suite de séditions dans l'armée. Carlos Prestes est arrêté au Brésil! Il aurait été dénoncé par un communiste américain qui s'est suicidé! Avance des troupes communistes au nord de la Chine. Bombardement d'ambulances par les Italiens en Éthiopie! En Pologne, interdiction de l'abattage des bêtes selon le rite talmudique. Aïe aïe aïe! En Autriche, condamnation de nazis accusés de préparer les attentats! Incident à la faculté de droit de Paris. Le cours d'anxiogène est interrompu à l'aide de boules puantes. Contre-manifestation de l'Union fédérale des étudiants et des étudiants neutralistes. Renault fabrique la Nerva Grand Sport. Commémoration du centenaire d'Ampère. Intégrale de Tristan und Isolde à l'Opéra. Élection de Florent Schmitt à l'Institut. La demi-finale de la Coupe de France de football opposera les équipes de Charleville au Red Star d'une part et aux vainqueurs des matchs Sochaux-Flims et Racing Lille d'autre part. Grand projet de maison de la radio. Gyps recommande pour les peaux grasses la crème de savon Gyps et pour les épidermes secs la crème rapide sans savon Gyps. Scarface aux Ursulines. Chapayev au Panthéon. Samson au Paramount! La guerre de Troie n'aura pas lieu à l'Athénée. Anne-Marie de Raymond Bernard. Scénario d'Antoine de Saint-Exupéry avec Annabella et Pierre-Richard Film à la Madeleine. On annonce pour le vendredi 13 mars la première des temps modernes de Charlie Chaplin!
Je ne vois pas ma mère vieillir. Il n'y eut dans la vie de ma mère qu'un seul événement. Un jour, elle sut qu'elle allait partir pour Paris. Ma mère apprit, je crois, le métier de coiffeuse, puis elle rencontra mon père. Ils se marièrent. Elle avait 21 ans et 10 jours. C'était le 30 août 1934, à la mairie du 20e. Ils s'installèrent rue Villain. Ils prirent en gérance un petit salon de coiffure. Je naquis en mars 1936. La guerre survint. Mon père s'engagea et mourut. Ma mère devint veuve de guerre. Elle prit le deuil. Elle me mit en nourrice. Son salon fut fermé. Elle s'engagea comme ouvrière dans une fabrique de réveil matin. Elle porta l'étoile. Un jour, elle m'accompagna à la gare. C'était en 1942. C'était la gare de Lyon. Elle m'acheta un illustré qui devait être un charlot. Je l'aperçus, il me semble, sur le quai de la gare, agitant un mouchoir blanc, cependant que le train prenait son départ. J'allais à Villard-de-Lans avec la Croix-Rouge. Elle fut prise dans une rafle avec sa sœur, ma tante. Elle fut internée à Drancy le 23 janvier 1943 et déportée en direction d'Auschwitz le 11 février suivant. Elle revit son pays natal avant de mourir. Elle mourut sans avoir compris. Mon père fut fait prisonnier alors qu'il avait été blessé au ventre par un éclat d'obus ou par un tir de mitrailleuse. Un officier allemand lui accrocha sur son uniforme une étiquette portant la mention « à opérer d'urgence » et il fut transporté dans l'église de Nogent-sur-Seine, dans l'Aube, à une centaine de kilomètres de Paris. L'église avait été transformée en hôpital pour les prisonniers de guerre, mais elle était bondée et il n'y avait sur place qu'un seul infirmier. Mon père perdit tout son sang et mourut pour la France avant d'avoir été opéré. Mon père aurait eu 31 ans, 3 jours plus tard. Ma mère n'a pas de tombe. C'est seulement le 13 octobre 1958 qu'un décret la déclara officiellement décédée le 11 février 1943 à Drancy, France. Un décret ultérieur du 17 novembre 1959 précisa que si elle avait été de nationalité française, elle aurait eu droit à la mention « Mort pour la France ». Je dispose d'autres renseignements concernant mes parents. Je sais qu'ils ne me seront d'aucun secours pour dire ce que je voudrais en dire. Je ne sais pas si je n'ai rien à dire. Je sais que je ne dis rien. Je ne sais pas si ce que j'aurais à dire n'est pas dit parce qu'il est l'indicible. L'indicible n'est pas tapis dans l'écriture. Il est ce qu'il l'a bien avant de déclencher. Je sais que ce que je dis est blanc, est neutre,
Et signe une fois pour toutes d'un anéantissement une fois pour toutes. C'est cela que je dis. C'est cela que j'écris. Et c'est cela seulement qui se trouve dans les mots que je trace. Et dans les lignes que ces mots dessinent. Et dans les blancs que laissent apparaître ces lignes entre elles. J'aurais beau traquer mes lapsus, ou bien rêvasser pendant 2 heures sur la longueur de la capote de mon père, pour les trouver aussitôt les mignonnes résonances de l'Édipe. Je ne trouverai dans mon ressassement même que l'ultime reflet d'une parole absente à l'écriture. Le scandale de leur silence et de mon silence. Je n'écris pas pour dire que je n'ai rien à dire. Je n'écris pas pour dire que je ne dirai rien. J'écris. J'écris parce que nous avons vécu ensemble. Parce que j'ai été un au milieu d'eux, ombre au milieu de leurs ombres, corps près de leur corps. J'écris parce qu'ils ont laissé en moi leur marque indélébile et que la trace en est l'écriture. Leur souvenir est mort à l'écriture. L'écriture est le souvenir de leur mort et l'affirmation de ma vie. Ma mère m'accompagna à la gare de Lyon. J'avais 6 ans. Elle me confia à un convoi de la Croix-Rouge qui partait pour Grenoble, en zone libre. Elle m'acheta un illustré, un Charlot, sur la couverture duquel on voyait Charlot, sa canne, son chapeau, ses chaussures, sa petite moustache, sauter en parachute. Le parachute est accroché à Charlot par les bretelles de son pantalon. La Croix-Rouge évacue les blessés. Je n'étais pas blessé. Il fallait pourtant m'évacuer, donc il fallait faire comme si j'étais blessé. C'est pour cela que j'avais le bras en écharpe. Mais ma tante est à peu près formelle. Je n'avais pas le bras en écharpe. Il n'y avait aucune raison pour que j'aie le bras en écharpe. C'est en tant que fils de tué, orphelin de guerre, que la Croix-Rouge, tout à fait réglementairement, me convoyait.